D'abord, vous avez eu des mots très durs hier, Jean-Luc Mélenchon, à l'encontre de la ministre des Universités, Frédérique Vidal, qui a lancé ou qui a annoncé qu'elle avait l'intention de lancer une enquête sur l'université. Il y a un sujet Vidal au gouvernement? Je pense que quand on boit beaucoup, il ne faut pas s'étonner d'être ivre. Et quand on est ivre, il ne faut pas s'étonner de dire n'importe quoi. L'équipe gouvernementale s'est saoulée de mots contre l'islam et de fil en aiguille se retrouve à dire n'importe quoi sur un plateau. Vous avez dit que j'ai eu des mots très durs parce que j'ai dénoncé, comme je ne suis pas le seul d'ailleurs, quelque chose qui est sans précédent en France. L'idée qu'un ministre décide ce que l'on a le droit de faire comme recherche à l'université. Mes mots ne sont rien à côté de ce qu'a dit le CNRS, à qui elle avait voulu, pour une raison mystérieuse, confier un travail d'enquête sur les autres chercheurs, qui a dit mais il n'y a aucun contenu scientifique, ni aucune réalité scientifique à cette histoire d'islamo-gauchisme, nous on ne parlera pas de ça. La conférence des présidents d'université a parlé de propos de Café du Commerce à propos de la ministre de l'Enseignement supérieur. Je demande qu'on réalise, en dehors de l'aspect purement politicien des choses, c'est-à-dire une ministre fanatisée politiquement, l'image qu'on donne de la France et de l'université française. Si il y a chez nous une police de la pensée, parce que les uns veulent faire une police des habits dans la rue, est-ce qu'on a le droit ou pas de se mettre un foulard sur la tête? Les autres, a-t-on le droit de discuter de ceci ou cela à l'université? Surtout avec des thèmes et des termes qui ne correspondent à rien. L'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Alors c'est très confortable Alors, on va en reparler, parce que c'est insulter important. les insoumis, mais ça n'existe pas. Jean-Luc Mélenchon, je repose juste ma question s'agissant de Frédérique Vidal, et puis après on parlera du fond. Elle a fait une faute, elle a commis une erreur grave, elle peut rester au gouvernement? Vous demandez sa démission comme d'autres ou pas? Écoutez, demander sa démission, si c'est pour qu'elle soit sanctionnée, pour qu'on dise qu'on n'accepte pas en France la police de la pensée à l'université. Mais si c'est pour faire une démission amnistie, c'est-à-dire Madame Vidal a dérapé en appliquant la ligne majoritaire, puis on l'enlève et puis on passe à autre chose, je ne suis pas d'accord. Non, mais je comprends pas. Vous voulez sa démission? Je veux ou pas dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne de Madame Vidal. Qu'elle démissionne, ce serait parfait. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que dans notre pays, nous acceptons que dorénavant, sur la base de propos de comptoir, en désignant quelque chose qui n'existe pas, on décide de faire la police de la pensée. Dites-nous pourquoi interroger, parce qu'interroger, ça n'est pas conclure ni sanctionner. Interroger une pratique, celle des enseignants, celle de la recherche, pourquoi est-ce grave à vos yeux? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Je suis très étonné de la question, mais j'y réponds. D'abord, elle n'interroge pas une pratique. Elle prétend, sur la base de dénonciations d'un groupe d'universitaires liés aux franges les plus extrémistes de la bataille contre l'islam en France, qu'il y aurait un problème à l'université, que les chercheurs seraient contaminés par l'idéologie. L'islamo-gauchisme gangrène l'université, c'est son terme. Oui, mais alors, le problème, c'est que personne ne sait en quoi consiste l'islamo-gauchisme, ce que ça veut dire, de quoi on parle, mais pas du tout. Moi, je sais que c'est juste une injure, mais quel est le contenu? On a connu aussi judéo-bolchevique. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Rien. Eh bien, islamo-gauchiste, ça ne veut rien dire. Mais ce qui est grave, c'est qu'on met en cause le travail de sociologues, d'anthropologues, de gens qui réfléchissent aux idées. Quand on est un tout petit peu connaisseur, on dit ce sont des idées qui viennent du monde anglo-saxon qui sont étudiées. Non, ce sont les French Studies, c'est-à-dire les trouvailles des Français, qui sont passés de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous reviennent. Est-ce que je peux, pardon? Mais vous m'avez posé une question, oui. J'essaye de vous y répondre avec toute la difficulté. Si vous me posez une question sur le sexe des anges, j'aurai une très grande difficulté à vous en parler, parce que personne ne croit qu'il y ait réellement des anges. Par conséquent, parler d'islamo-gauchisme et voir un ministre décider qu'une partie des chercheurs va surveiller l'autre, mais Madame Martichoux, où on est, quoi? Et vous trouvez ça normal? Est-ce que je peux tenter Même si vous êtes journaliste, de vous proposer la définition de ceux qui disent que ça existe? Ils disent que l'islamo-gauchiste, c'est le refus de dénoncer l'islamisme parce qu'on refuse ou qu'on a peur de stigmatiser les musulmans. C'est une définition un peu générale. Vous ne l'achetez pas, celle-là. C'est ceux qui disent, voilà, c'est ça l'islamo-gauchisme. Vous achetez ou pas? Alors, je vous rappelle que votre question, c'était l'université. Donc,
Ou y a-t-il, à votre avis, d'enquêtrices et de journalistes qui êtes intéressés par la vérité, où y a-t-il à l'université, à votre connaissance, des secteurs, des laboratoires, des chercheurs qui seraient en situation d'étudier comment ne pas mettre en cause l'islamisme politique, je ne me rappelle plus de la fin de votre phrase, enfin ben, au nom de je ne sais quelle construction. Écoutez, tout ça n'est pas sérieux. Alors après qu'on s'en serve pour jeter des pierres aux insoumis, ça servait à ça avant. C'était déjà ridicule, parce que je ne suis pas musulman, je ne suis pas islamiste, tous les musulmans n'étant par ailleurs pas islamistes, et en fait je ne suis pas gauchiste, donc je ne suis concerné par rien. Mais ça fait 3 mois que ça dure, et tout d'un coup, vous autres, les autres intellectuels, c'est-à-dire pas seulement... Mais un journaliste, c'est un intellectuel. Si un journaliste n'est pas un intellectuel, alors qui est un intellectuel? Le journaliste fait partie du monde intellectuel. Les journalistes qui traitaient ça de manière désinvolte, ça vous fait peut-être marrer, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça devient dangereux. Parce qu'au nom d'un critère comme celui-là, on commence à faire la police de la pensée dans les universités. Est-ce que vous savez, la Sorbonne, ça a été créé, sauf erreur, 1287, une chose comme ça. Le type qui a fondé ça s'appelle Robert de Sorbon. Et ils étudiaient bien des choses, notamment la religion chrétienne qui était très présente et les dogmes. Mais depuis cette époque, les rois de France, les évêques, les cardinaux, tout le monde a essayé d'y mettre les doigts pour dire vous devez plutôt chercher si vous devez arrêter ça. Et depuis cette date, c'est-à-dire plus de 8 siècles, l'université dit nous cherchons et nous travaillons comme nous l'entendons. Ça s'appelle la liberté académique. Qu'est-ce qu'il y a derrière donc cette intention de Frédérique Vidal que vous dites, on le sent, que vous jugez insupportable de toucher ou de vouloir contrôler, ou en tout cas, pas contrôler, non, parce que je ne suis pas dans le cerveau de Frédérique Vidal. Non, mais qui interroge, qui veut mener une enquête. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous? Mais ce qu'il y a derrière, c'est très simple. L'équipe macroniste a décidé de chasser sur les terres de l'extrême droite et de Madame Le Pen et de paraître comme plus compétent, plus fort pour mener la chasse à tout ce qui, de près ou de loin, est détesté par l'extrême droite. Donc voilà, ils prennent en charge cette idéologie. Et Madame Vidal, a cru bien faire, je suppose, en disant « Ah ben moi aussi, je vais aller faire des recherches à l'université parce que l'université est dénoncée par l'extrême droite comme étant une sorte de, je sais pas quoi, moi, d'endroit où se trouveraient des comploteurs islamo-gauchistes et autres folies. » J'espère que vous vous rendez compte, madame. Il faut quand même qu'on se rattache aux traditions intellectuelles. Je me souviens d'une phrase du philosophe Bell, dans la période des Lumières. Il disait « Il n'y a rien de plus ridicule que de discuter des effets d'une cause qui n'existe pas. » Donc là, nous sommes en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, qui est une pauvre manœuvre politique qui revient dans la figure des macronistes. Et là, c'est dommage pour eux, mais c'est tant mieux pour nous tous. Vous avez sans doute lu, parce que vous lisez beaucoup, et même le journal Le Monde, j'imagine, la tribune d'une centaine de chercheurs le 31 octobre. Vous vous souvenez de cette tribune? Oui. Une centaine d'universitaires, des universitaires, qui alertaient sur l'islamisme qui nous menace et la persistance du... Oui. Voilà, qui pourrait nier la gravité de la situation aujourd'hui en France, surtout après les récents attentats de Nice, une situation qui, quoi que prétendent certains, n'épargne pas nos universités. Oui. Il y a tout un papier, effectivement, qui dit clairement que, pour eux, il y a une dérive islamo-gauchiste. Ce sont des universitaires. Donc, même l'université, elle est divisée, elle est partagée. Bien sûr. De tout temps, les gens qui réfléchissent ont été opposés et ont participé aux disputes de la société. Alors, il y a des universitaires qui le pensent, d'autres qui pensent que tout ça est une folie. Notre devoir n'est pas de nous aligner sur celui qui crie le plus fort, mais de se demander si le problème existe ou si ce n'est pas un excès de polémique entre eux. Moi, j'ai connu la période où on disait que le marxisme gangrénait l'université et qu'on ne pouvait pas faire d'études si on n'était pas marxiste. C'était naturellement complètement faux. Et nous, qui à l'époque nous défendions, moi j'appartenais à ce courant idéologique, nous passions aussi à des exagérations absolument incroyables à propos des autres. Donc un peu de sang-froid, mais surtout penser que la liberté est un bien très précieux. Et la liberté académique, c'est-à-dire le droit de chercher, est une liberté qu'il faut protéger comme la liberté de conscience. Alors, qu'il y ait des enseignants qui aient des opinions politiques comme ceci ou comme cela, c'est la vie. Maintenant, est-ce que leurs études, est-ce que l'université est un lieu d'embrigadement politique ou est-ce que c'est un lieu de pensée? Ma réponse est c'est un lieu de pensée. Votre réponse est non. Et leur réponse, effectivement, dans ce papier, était de dire oui, et eux-mêmes demandaient des instruments pour évaluer cela.
Donc il y a un bloc d'universitaires qui s'oppose à un autre. En tout mais cas, il y a toujours eu des universitaires d'extrême droite, Madame Martichoux. C'est pas une découverte. Marcel Gauchet, Marcel Gauchet qui était signataire, par exemple, Pascal Perrineau. On va reprendre la liste si vous voulez, on reprend les 100 noms. Vous voulez que je vous retrouve les membres de cette bande d'illuminés du printemps républicain qui sèment le chaos dans tout le pays alors qu'ils sont à peine 10? Non, je vous en prie. Si Marcel Gauchet, qui mérite notre respect, qui a écrit un très beau bouquin sur Robespierre, que je vous recommande de lire, puisque lui-même reconnaît qu'il y a eu beaucoup d'exagérations contre. Donc c'est quelqu'un, c'est un esprit. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec ce qu'il dit, mais je ne dirais certainement pas que c'est un extrémiste. Pour autant, son opinion n'a pas de valeur, son opinion politique, parce qu'il est universitaire, supérieure à celle d'un autre universitaire qui a une autre opinion. C'est pas de ça dont on parle. On parle des travaux scientifiques de l'université. L'université n'est pas un congrès politique. L'université est un lieu de recherche et de savoir. Et les sciences sociales, par nécessité, s'interrogent sur la façon avec laquelle se construisent certaines idées, comme les discriminations racistes, comme la manière sur laquelle se recoupent les discriminations de genre et les discriminations racistes. Voilà. Mais alors, vous voyez derrière une stratégie politique d'Emmanuel Macron. Oui, Quel est l'intérêt stratégique d'une certaine façon, vous dites qu'il normalise Le Pen. Or, il veut installer le duel. Quel est l'intérêt stratégique? Parce que dans son idée, le débat en face-à-face avec Madame Le Pen au deuxième tour devrait lui donner le même résultat que la fois précédente. C'est l'idée qu'il s'en fait. Et puis, évidemment, il s'aperçoit que la position de Madame Le Pen, il aimerait bien qu'elle soit derrière lui. Or, il est au pouvoir, il perd un peu de... même en étant très optimiste. On a rarement vu que des gens de pouvoir ressortent indemnes de l'exercice du pouvoir. Donc, il essaye de prendre sur son terrain, sur ses électeurs... Marine Le Pen sur sa droite? Il essaye de prendre Marine Le Pen sur sa droite? Écoutez, je crois, non, vous avez vu... Ah bon? Parce que vous avez vu, comme moi, M. Darmanin et Mme Le Pen, au cours de cette soirée honteuse sur le service public, M. Darmanin dire à Mme Le Pen, vous êtes un peu molle, moi je suis plus dur que vous, et l'autre répondre, mais j'aurais pu signer votre livre. Donc il y a un fil entre, par exemple, la déclaration de Darmanin face à Marine Le Pen et la déclaration de... Sans aucun doute, c'est la même opération politique, mais la limite vient d'exploser sous les yeux de tout le monde, parce que à la fin, tout va y passer. Maintenant, nous en sommes aux libertés académiques. Avant ça, on a fait 15 jours de foire à l'Assemblée nationale à dire du mal des musulmans du matin au soir, comme si, pendant qu'il y a 10 millions de pauvres, qu'il y a 2 millions de personnes à l'aide alimentaire, nous, les parlementaires français, on discutait des certificats de virginité. Il faut quand même le faire. J'ai entendu un conseiller d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Stéphane Séjourné, qui est aussi chef de file des députés macronistes au Parlement de Bruxelles, qui soulignait dimanche dernier que personne dans l'opposition ne s'attaque en fait à Marine Le Pen. Est-ce que vous vous sentez visé? Non, mais j'ai vu que c'était une campagne qui a été lancée par les macronistes parce que la vie politique a lieu néanmoins. Donc il y a attaque, réponse, etc. Donc le jeudi de la semaine dernière, c'était la grande fête de la droite extrême et de l'extrême droite. Donc on ne parlait plus que de ça. Donc on a répondu, et comme ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur terrible à donner ce sentiment de promiscuité avec Madame Le Pen, ils ont réattaqué en disant personne n'attaque Madame Le Pen. Mais quand on fait, oui, mais quand on fait les comptes, on s'aperçoit que c'est eux qui passent plus de temps à nous taper dessus qu'à critiquer ce que dit Madame Le Pen. Disons à leur décharge, parce qu'il faut quand même être honnête, que c'est un peu difficile de dire des choses contre Madame Le Pen vu qu'elle ne dit rien et ne fait rien, notamment en tant que parlementaire. Donc c'est un peu difficile, mais néanmoins, il y aurait quand même de quoi faire. Maintenant, voici 2 ans que Madame Le Pen a décrété qu'elle était dédiabolisée, que tout le monde a accepté cette idée, et que c'est nous qui remplissons la fonction du diable, qu'on rend responsable d'absolument tout. Eh bien, je trouve que c'est très gonflé de la part de M. Macron, qui aura provoqué cette émission que vous avez vue sur France 2, de venir après ça dire que les autres n'attaquent pas Madame Le Pen. La vérité, c'est que c'est eux qui favorisent ces idées. Mais ils ont tort, parce que je crois que pour finir, tant qu'à faire du Le Pen, les gens préfèrent Le Pen, non ? Claire Hédon, la défenseur des droits, a proposé une expérimentation il y a quelques jours de zones sans contrôle de police sur plusieurs territoires. On va voir sa déclaration. Dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité des zones sans contrôle d'identité? Dans 95% des cas, dit-elle, les contrôles ne donnent rien.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut faire que je fasse très attention à ce que je dis, parce que une fois, j'ai dit qu'il fallait désarmer les policiers dans les manifestations. J'ai eu droit, pendant 3 semaines, à M. Mélenchon veut désarmer la police. Et ensuite, on m'a dit, mais regardez, à Dijon... Bon, justement, à Dijon, la police n'a rien fait. Et heureusement, parce que c'était des gens armés qu'il y avait là. Et dans ce cas de figure, il vaut mieux des équipes spécialisées. C'était le gros fait divers avec les le RAID et compagnie. Bon, donc je fais très attention pour avoir payé fort cher une expression. Car aujourd'hui, il faut le dire, le débat politique est pourri par la méthode de la télé-réalité. C'est-à-dire, on prend un mot, et de ce mot, on brode, on le sort de tout contexte, et ensuite, vous vous trimballez avec, comme la bouteille d'oxygène sur votre dos, hein, et puis voilà, vous êtes transformé en désarmeur de police et autres. Les contrôles d'identité. Je commence d'abord par inviter ceux qui m'écoutent, juste un instant, au calme, réfléchissons. À quoi servent les contrôles d'identité? À quoi servent-ils? Première question. Peut-être qu'on n'en sait rien. Deuxième question. Que rapporte-t-il à la tranquillité publique? Là, on connaît la réponse. Rien. Les contrôles d'identité ne servent à rien. Bien sûr, il y a des cas de force majeure où il faut... Prenons un exemple. Il y aurait un meurtre dans un immeuble. On arrive à la porte d'entrée, on a intérêt à ce que tous ceux qui sortent, on sache qui c'est. D'accord? Voilà ce qu'est un contrôle d'identité utile. Mais arrêter les gens dans la rue, sur leur allure, vous conduit nécessairement à le faire d'une manière discriminatoire et à contrôler 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois les uns et 0 fois les autres. Par conséquent, je pose la question, si vous me permettez, vous m'avez posé une question à propos de la défendeur. La malheureuse, à peine avait-elle fini de parler, qu'on a dit « Ah, elle veut créer des zones de non-droit. Mon Dieu, s'il n'y a pas de contrôle d'identité, la République s'interrompt, la loi n'existe plus. » Tout ça est absurde, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Et quant à moi, je vous pose la question. Expliquez-moi à quoi servent vos fichus contrôles d'identité, à part humilier des gens. Mais est-ce que vous et j'ajoute la chose suivante, quand 56% des cas de contact d'un policier avec une personne, hein, l'interaction, quand 56% des cas, c'est pour vérifier s'ils ont un joint dans la poche, le gars qu'ils interrogent, alors c'est très bien, le gars finit par s'énerver, ou la fille, il monte le ton, hop, outrage. C'est formidable, non? Ça crée un incident et sa résolution. Dans ce contexte que vous décrivez parfaitement, en tout cas c'est votre version, est-ce que vous êtes pour les expérimentations? Vous? Ben, je suis pour qu'on discute, oui, ben, pourquoi pas, on discute. Mais pourquoi expérimenter quoi? Je ne comprends pas. Moi, je suis pour que, si ça sert à quelque chose, on le fait. Si ça sert à rien, on ne le fait nulle part. Est-ce que vous vous rappelez, non, vous ne pouvez pas vous rappeler, Madame Martichoux, mais en 1981, la gauche prétendait supprimer les contrôles d'identité, parce que ça servait à rien. C'est Robert Badinter qui proposait ça. Finalement, on l'a fait en 1983 en disant « sauf cas de force majeure ». Je trouve que c'était très bien. Et la première chose qu'a rétabli la droite au retour, ça a été immédiatement les contrôles d'identité. Tout ça est absurde. La question sanitaire, si vous voulez bien, malgré les variants qui prennent leur part de marché, comme on dit, dans l'épidémie, l'explosion des cas à ce stade ne s'est pas produite. Est-ce que vous donnez le point à Emmanuel Macron quand il a décidé un vendredi soir de faire annoncer par Jean Castex qu'il n'y aurait pas de reconfinement alors que tout le monde disait qu'il faudrait le faire? Ah bon? Il a décidé de ne pas le faire. Est-ce que vous lui donnez le point? Vous dites bien joué. C'est pas un jeu, pardon, hein, mais bien décidé. Non, mais écoutez, vous parlez, Madame Martichoux, et vous verrez. Bon, alors vous me dites, ça n'a pas explosé, est-ce qu'on donne le point à Monsieur Macron? Donc vous, Madame Martichoux, vous prenez la responsabilité ce soir de nous dire que la contagion s'est ralentie. J'ai dit à ce stade, hein. Il n'y a pas la même chose qu'on me fait à moi. Et deuxièmement, que le point reviendrait à quelqu'un, parce que c'est un match, et dans le match, Monsieur Macron aurait le point. Non. La politique de M. Macron en matière de gestion de la crise sanitaire est une déroute absolue. Et je dis qu'au lieu de bavarder, de se tromper tout le temps comme ils l'ont fait sur les vaccins qu'on accepte ou pas, ils n'ont pas voulu du vaccin russe parce qu'ils croient que le vaccin russe est communiste. Ils n'ont pas voulu de ceci. Maintenant, je dis, il faut installer une logique d'alternative au confinement. On ne pourra plus reconfiner la France 24 heures sur 24 comme on l'a fait dans le passé. Donc, imaginez une logique différente. Alors, ça veut dire qu'on réouvre les commerces, ça veut dire qu'on réouvre les lieux où on se rencontre, mais on y met des normes strictes. Quand j'ai commencé à expliquer ça, d'abord, ça n'intéressait pas beaucoup. Pour finir maintenant, comme les insoumis le répètent partout, ça fait réfléchir. Et vous voyez que, par exemple, on vient d'apprendre, après qu'on ait su comment faire dans les églises,
les synagogues et les mosquées. Voilà que maintenant on a décidé comment on fera cet été. Et on dit il n'y aura jamais plus de tant de personnes pour les spectacles. Et ben voilà, c'est une solution. Il faut dire, voilà, les normes sanitaires, c'est pas plus de tant de monde. Alors après, on rejouera à 3, 4, 5, 6 fois de plus la pièce que l'on jouait jusque-là une seule fois. Je suis pour la société, pour l'organisation du roulement. Je voudrais vous dire un mot à vous, comme à ceux qui nous écoutent. Donc pour expliquer, pour ceux qui n'auraient pas entendu un de vos parlementaires l'expliquer, effectivement, vous suggérez qu'on puisse reprendre la vie par roulement. Vous avez raison, je vais trop vite. C'est vrai. Le roulement, on voit ça à l'école. Par exemple, on dit on dédouble et les uns viennent le matin, les autres l'après-midi. Quand ils ne sont pas dans la salle de classe, ils sont en études surveillées et on demande à des jeunes gens diplômés de venir aider les plus jeunes. On fait pareil pour les horaires de travail, c'est-à-dire qu'on pourrait décaler d'une demi-heure le début du travail et la sortie, de manière à ce que les gens ne soient pas concentrés sur les quais. On peut donner 10 exemples, tout le monde arrive à en trouver et à s'organiser de manière un peu rusée. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est nous allons vivre avec les pandémies. La cause des pandémies, nous la connaissons, c'est pas seulement le virus. Le virus, c'est rien, c'est les conditions dans lesquelles il se déploie. On va être vacciné quand même. Et quand on aura fini avec le variant A, il faudra se vacciner pour le variant B, puis pour le variant C, comme on le fait pour la grippe. Je peux me permettre de vous demander, vous en êtes où de la vaccination? Vous êtes prêt à vous faire vacciner avec les vaccins qui sont aujourd'hui sur le sol français? Attendez, je ne sais pas pourquoi vous me posez une question pareille. Moi, je crois à la science et je crois au vaccin. Je me vaccinerai comme ce sera mon tour et qu'on me dira de le faire. Et avec le vaccin qui sera là? Non, avec le vaccin que j'aurai choisi. Et si je ne peux pas choisir, je trouverai ça suspect. Voilà. Je ne suis pas d'accord pour ceux qui sont là, les Pfizer, Moderna, AstraZeneca, à ce stade, on en a 3, pas plus. Bon, tant mieux. Si vous pensez que c'est bien, allez vous faire vacciner. Non, moi, je crois aux formules plus traditionnelles de vaccins. Je n'ai pas envie de participer à une expérimentation de masse parce que personne ne sait quelles sont, en phase 3, les conséquences de l'utilisation d'un vaccin ARN messager. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ne m'en veuillez pas. Je comprends que si les gens veulent le faire, moi je... 61% des Français se disent favorables à la vaccination maintenant. Voilà, et c'est très bien, j'en suis très content pour eux, et il n'y a plus qu'à leur donner les vaccins. Je vous ferai remarquer qu'il n'y en a pas. Alors déjà, ça commence mal. Une discussion à propos de quelque chose qu'on n'est pas en état de faire. Mais j'insiste sur le fait qu'on puisse choisir son vaccin. Vous ne m'avez pas laissé terminer, et je crois que c'est le plus important. Les pandémies viennent des élevages ultra-intensifs que certains appellent concentrationnaires. Nulle part dans le monde, il n'est question de supprimer ces élevages. Par conséquent, nous sommes certains que les pandémies vont continuer à se répandre. Le seul élevage qui est en cause, pour l'instant, c'est celui du vison. Et la décision qui a été prise par les Français, c'est que ça serait interdit, mais dans 3 ou 4 ans. Eh bien voilà, je trouve ça absurde. Si nous ne changeons pas notre manière d'organiser, notre manière de vivre, nous sommes condamnés à vivre en permanence avec ce genre de situation. Et avouez que c'est pas l'idéal, quoi. Les êtres humains peuvent pas vivre comme ça en cage, en prison tout le temps, sans rapports sociaux, les jeunes gens sans aucune occasion de se rencontrer, alors, nous sans culture. À un moment donné, il a failli y avoir, même sans la foi. Il y en a qui se disent la solution, c'est le passeport vaccinal. C'est un débat intéressant ou pas? Un passeport n'a jamais empêché d'être malade. La seule chose que ça fait, c'est que c'est encore de la paperasse, encore du contrôle, encore des limitations de liberté. C'est un retour en arrière incroyable. Là, on vit de bien des façons d'une manière plus proche du Moyen-Âge pour ce qui concerne le confinement et de ce qu'était la période du servage pour ce qui est des cartes d'autorisation à se déplacer. Mais quelle idée folle! Les Britanniques, on l'a beaucoup dit, ont été livrés en vaccin beaucoup plus vite que les pays de l'Union européenne. Est-ce que ça prouve qu'on est mieux hors de l'Europe? Non, je ne dirais pas ça comme ça, même si le premier coup d'œil conduit à cette conclusion. Je dirais que le système européen est absurde. Et donc, il aboutit à des absurdités. Par exemple, avoir conclu des accords avec Pfizer sans qu'on sache pour combien d'argent, pour quelle quantité, dans quel délai, etc. Donc, c'est la bureaucratie qui est liée à la Commission européenne, dont ce n'est pas le boulot. La Commission européenne, qu'est-ce qu'elle sait faire? C'est détruire les retraites, saccager l'hôpital public, c'est-à-dire étendre la zone du marché. Mais une fois qu'elle a fait ça, elle ne sait plus rien faire. D'ailleurs, vous le voyez bien, elle a tout raté. Elle n'a même pas été capable de dire en quoi consiste une méthode de confinement heureuse, en quoi consiste un déconfinement réussi. Même ce minimum-là, elle est capable de vous dire: vous ne pouvez pas aller pêcher, Madame Martichoux, des sardines
avec un filet dont les mailles font moins de 3 cm,2, etc. Ça, ils sont capables de le dire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un plan de déconfinement? Ils n'en savent rien. Et puis, ma foi, tout va là-bas comme je te pousse. Voilà, l'Union européenne est une structure qui ne sert à rien d'autre qu'à organiser un marché. Et ce marché dysfonctionne, bon, mais elle ne sert qu'à ça. C'est bien dommage, hein, c'était pas ça l'idéal au départ. Ce sera sans doute un sujet de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. On va parler de votre Vraisemblablement, campagne. d'autant que vous n'avez pas perdu de vue que la France préside l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022. Non, Bonjour la confusion qui va commencer. Vous êtes en campagne avec la plateforme L'Avenir en commun, vous me le confirmez, qui est hors les Insoumis. La plateforme, c'est Nous sommes pour.fr, où se collectent les parrainages de ma candidature. Nous en sommes à 220 000, les autres sont les bienvenus. Et où se trouvent tous les moyens de discuter, et en particulier de comparer les programmes, des choses comme ça. Question un peu de base, ou de béotienne, comme vous voudrez, mais du coup, quel est votre rapport au parti, aux Insoumis? C'est hors les Insoumis. Le parti, il n'y en a pas, c'est un mouvement, les Insoumis. Ouais, alors, donc là, il est dans une phase où il est en train, en quelque sorte, de muter. Hein. Il a été une organisation qui a servi à porter un programme, l'Avenir en commun. Je reprends le programme, l'Avenir en commun. Et puis, ceux qui le veulent continuent la bataille avec nous dans la suivante présidentielle. Ceux qui ne le veulent pas, passent à autre chose. Ceux qui n'étaient pas au courant et qui décident de le faire. C'est le mot-clé, c'est liberté. Liberté de choix, liberté d'action. Les gens font comme ils le sentent. Et alors, pour moi, l'essentiel, c'est la question du programme. Je ne permettrai à personne de se sortir d'affaire, à recommencer le cirque du passé, où des phrases creuses, des formules générales. Et ensuite, c'est pour ça que vous avez lancé un comparateur. Oui. Vous avez lancé un comparateur. C'est un gros travail de recension de toutes les décisions. Pour l'instant, il y a une dizaine de partis qui sont. Donc et des mouvements aussi, hein, des mouvements syndicaux, sociaux. Oui, il y a un mouvement proche des Gilets jaunes. Il y a Jadot. Il y a pas mal de partis. Il n'y a pas le RN d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien, on ne peut travailler que sur les programmes qui existent depuis 2017. Et le RN n'a pas sorti quoi que ce soit depuis 2017. Par exemple, le Rassemblement national dit qu'il est en train de s'européiser. Bon, donc il change de position sur l'Europe. Comment vous l'interprétez? Je l'interprète comme leur manière de faire. Vous savez, dans toute l'Europe, l'extrême droite est très pro-européenne. Il n'y a qu'en France qu'elle ne l'était pas. Donc ils s'alignent sur des formules qui leur semblent plus efficaces pour eux. Et puis, c'est aussi une belle ruse, parce que M. Macron avait tracé une ligne, si vous voulez. Il y avait le bien et le mal. Et dans le mal, il y avait ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Europe et les islamo-gauchistes. Et la conjonction des deux, c'est l'enfer en personne, en savoir moi. Et elle a décidé qu'elle se mettait complètement du bon côté. Alors, pour revenir à la question du programme, nous travaillons de la manière suivante. Il y a le document qui, lui, est le résultat d'une longue histoire, depuis 2012, d'un intense échange avec la société. Et puis, nous publions ce genre de revue. Voilà, on va le voir parce qu'on l'a mis à l'image. C'est un des 6 cahiers que vous allez publier avec des éléments de programme et de débat et qui vont servir à alimenter. Ce sont des éléments de réflexion, en réalité, et que vous espérez qu'ils vont prospérer. Donc tout ça, j'espère qu'au mois d'octobre, j'attends 2 résultats. Premièrement, nous aurons, fait l'actualisation de l'Avenir en commun. Et deuxièmement, j'espère qu'entre-temps, j'aurai beaucoup contaminé. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup des idées qu'on défend depuis 2011 un peu chez tout le monde. Oui. Ce qui devrait nous faciliter le travail de conviction. Vous voyez l'exemple du droit de vote à 16 ans, je prends celui-là. Maintenant, c'est en train de se répandre. Plein de gens disent « Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée ». La planification écologique, on était tout seul, c'est une bonne idée. Tout à l'heure, vous allez faire une émission sur Mars. La conquête spatiale. Bon, eh bien, nous étions, il y a 4 ans de ça, les seuls à parler de la présence de la France dans l'espace. J'aimerais bien qu'on ait le temps d'ailleurs d'en parler un petit peu avec vous. Oui. Mais vous parlez du programme. Donc vous êtes en cours d'élaboration, vous avez des outils, vous travaillez. On verra. Je voudrais vous poser une question que j'ai entendue dans la bouche d'une jeune électrice de Mélenchon 2017. Je vous crois sur parole. Que répondez-vous, vous pouvez, aux électeurs séduits par vos idées, qui sont jeunes, mais qui sont freinés par votre personnalité? Eh bien, je leur dirai ce que je dirais à propos de n'importe qui. Ne vous arrêtez ni aux apparences, parce que ce que vous percevez de moi, c'est aussi l'image qui en a été fabriquée. Mais quand bien même serais-je la caricature qui a été faite de moi inlassablement et obstinément pendant tant de mois, intéressez-vous au contenu.
Ce qui compte, ce sont les idées. Quel est l'homme le mieux placé pour appliquer les idées qu'il défend depuis 10 ans? Pardon de vous dire, je me sens une certaine compétence. Voilà ce que je leur dirais. Et puis, je ne leur propose rien d'autre qu'un contrat politique. Ce contrat politique, c'est le contenu du programme. Si vous voulez changer vraiment, faire une vraie rupture avec le monde dans lequel vous êtes, je comprends qu'on ne le veuille pas. Mais si vous voulez ça, alors il faut faire équipe. Parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec qui? Avec moi, avec les Insoumis, avec notre mouvement, avec nos 24 députés au Parlement européen et à l'Assemblée nationale, sans oublier les militants communistes qui sont avec nous. Et pour gagner, il faut faire équipe avec qui? Avec les Français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une campagne contre. Si on refait la campagne parce qu'on est contre M. Macron, contre Mme Le Pen, alors on vote pour n'importe qui, le résultat, ce sera n'importe quoi. Il faut faire une campagne d'adhésion à des idées. Si vous voulez qu'on change l'agriculture, l'industrie, pour passer à autre chose qui soit écologiquement tenable et socialement respectable, alors il faut rompre. Si vous ne voulez pas rompre, parce que vous pensez que c'est trop dangereux, votez pour quelqu'un. Mais justement, avec votre esprit de synthèse, pourquoi est-ce que la gauche est-elle si peu attractive après 4 ans de mandat d'Emmanuel Macron? On voit, regardez le sondage, vous vous rappelez celui de sondage il y a 15 jours dans l'Obs, Storia. Le total, comme on dit, le total gauche, c'est 30, ça plafonne à 30, pardon, je parle comme un sondeur, mais 30% des intentions de vote. Ça ne peut pas gagner là, 2022. Non, donc pourquoi? Vous avez raison. Pourquoi quoi? Je ne suis pas devin, moi. Non, mais vous êtes analyste. Et je vous suis connaissez analyste, la politique je suis française capable comme de dire personne d'autre. que le quinquennat de M. Hollande a été un désastre qui a détruit les fondations sur lesquelles la gauche était construite, les idées de gauche, parce que moi, la gauche, c'est une étiquette. Hein. Bon. Et par conséquent, le ravage est là. Maintenant, il s'agit de reconstruire, non pas des gens qui se tapent sur le ventre et qui passent sous la table tous les problèmes qui sont posés entre nous, parce que pense que vous appelez la gauche de la Ve République? Une partie dit qu'il faut continuer. Moi, je dis qu'il faut arrêter avec ce système monarchique. Que pense que vous appelez la gauche avec l'actuel régime de l'Europe? Je pense qu'il faut rompre avec ça. Les autres disent qu'il faut continuer, et même ils disent « merci l'Europe ». Donc vous dites que c'est à cause de la gauche elle-même qui n'est pas assez en rupture? Mais à cause de quoi sinon? Si vous êtes un démocrate, si vous croyez à la voix du peuple, vous devez tenir compte de ce que dit le peuple. Il dit ce peuple qu'il ne veut plus de cette tambouille. Vous tendez la main à la gauche avec votre programme, vous dites « venez voir ». Mais je tends la main. Moi, je resterai jusqu'au bout. Nous avons pris contact avec toutes les organisations de gauche. La seule qui n'est pas répondue, c'est le PS. On parlera avec eux. Mais je vous en prie, je ne veux pas être monsieur étiquette machin chose. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être un programme. Je veux être le seul bulletin de vote sans face cachée. Si vous votez pour moi, vous savez à quoi vous attendre. C'est écrit là-dedans. Et ce qui est écrit sera fait. Parce que, Madame Martichoux, réfléchissez-y, vous êtes analyste. Regardez-moi. Je suis le seul individu sur la scène politique dont vous êtes certain qu'il ne s'y attardera pas et que s'il y va, c'est pour faire ce qu'il a dit. Le seul. Eh bien, voyez-vous, pour une fois, il se trouve que mon âge est un atout. Une question qui n'a rien à voir, qui est une question de principe et qui est un sujet grave. Oui. Il y a un téléfilm avec Richard Berry qui a été déprogrammé après les accusations de sa fille Colline d'agression sexuelle. Elle a porté plainte. Il y a une enquête qui est ouverte pour vérifier la véracité des faits. L'avocat de l'acteur, Maître Temim, a eu des mots très sévères. Au nom de la présomption d'innocence, il était scandalisé. Quelle est votre position? Je ne sais pas, Madame Martichoux. Je découvre et je vois bien que nous sommes sur un sujet extrêmement sensible. La souffrance endurée par ceux qui sont victimes des pratiques de l'inceste, et de l'autre côté des principes de droit, qui est la liberté individuelle, la présomption d'innocence, et puis par-dessus ça, la question de la création artistique. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, et je ne veux rien dire qui soit comme ça dans un claquement de doigts, sans y avoir pensé. Ce sont des matières extrêmement délicates, et nous devons faire tous attention à ce que nous disons. Parce que ce qui est heureux aujourd'hui, Madame Martichoux, qui est complètement nouveau et qui est bouleversant pour beaucoup de monde, voyez-vous, moi je n'aurais pas imaginé qu'on en était là. J'ai demandé à mes jeunes collaborateurs de venir me voir, je leur dis, mais c'est où on en est? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et découvrir que 10% des enfants seraient victimes d'inceste, Madame Martichoux, jamais je l'aurais cru. Je n'aurais pas cru une chose pareille si on me l'avait dit. Et maintenant, je suis obligé, comme tout le monde, d'affronter une réalité qui me fait horreur. Et donc, je me dis, j'ai fait partie de ceux qui ne savaient pas. Alors, quel titre ai-je pour savoir maintenant?
Alors, il faudrait que vous restiez avec nous pour qu'on puisse vraiment parler de Mars, parce qu'on va commencer une émission spéciale dans quelques instants. Juste quelques secondes. Ça, c'est un quand beau même, moment d'humanité, est-ce que la France est une grande nation spatiale, encore ou pas? J'enrage Madame Martichoux parce que la dernière mission interplanétaire française, elle a été décidée en 1993. C'était pour aller sur cette patate gelée, la tchouri. C'était la mission Rosetta. Nous, les Français, nous savons faire des fusées, nous savons faire des satellites. Nous, là, sur les engins embarqués, les caméras sont françaises. Nous savons tout faire. Alors, comment se fait-il qu'il y a 8 expéditions sur Mars et que les Français soient seulement spectateurs? Je rappelle que j'en ai parlé il y a 4 ans, on se fichait bien de moi, hein, quand j'ai fait mon meeting sur l'espace. C'est l'aspect extraordinaire de l'aventure humaine. Je sais qu'il y a des amis qui critiquent mon enthousiasme prométhéen pour la science et le futur, mais non, ça c'est trop beau, c'est trop grand, c'est le meilleur de nous-mêmes, les humains, qui apparaît dans ça. Ça et l'amour, mais ça quand même, très fort. Hein. La science. Merci Jean-Luc Mélenchon.